Merci Anthony. Bon, mais je vais essayer quand même de simplifier et de ne pas trop vous assommer sous les formules chimiques, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, comme vient de le dire Barry, et puis comme en fait, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la perception en bouche des vins. Et en fait, cette perception, ben, vous le savez déjà, elle est liée à trois différentes composantes. Une composante gustative, la perception des saveurs sucrées, salées, acides, amères, umami. Une composante olfative qui est en fait perçue par voie rétronasale. Et celle qui va nous intéresser aujourd'hui, dans la dimension tactile des vins, c'est en fait une troisième composante qui est une composante trigéminale. Et pourquoi on l'appelle trigéminale? C'est tout simplement parce que les capteurs, les récepteurs situés dans notre bouche et qui vont nous permettre en fait de percevoir cette composante tactile sont reliés à notre cerveau par le nerf trijumeau. Donc cette composante trigéminale va nous permettre de percevoir la température d'un aliment, d'avoir une perception de termes fraîcheur, chaleur, brûlant. Il y a également une composante chimique qui n'est pas concernée dans le cas du vin, qui est assez spécifique, qui est liée en fait à des interactions de molécules très particulières avec des récepteurs chimiques, comme par exemple la molécule responsable en fait du caractère piquant, voire brûlant des piments. Donc ça, nous ne sommes pas concernés. Et la troisième composante est en fait une composante tactile qui est liée à la présence de récepteurs mécaniques. Donc nous avons des papilles tactiles. Nous avons des récepteurs qui vont être sensibles au mouvement mécanique dans notre bouche et qui vont en fait nous renseigner, nous permettre de percevoir une texture. Alors cette texture, bien évidemment, elle est fonction de la structure des aliments. On ne va pas du tout la décrire de la même manière suivant que l'on déguste une glace, une viande ou un biscuit. Donc cette structure des aliments peut être fibreuse, cristalline, gélifiée, un grand nombre de textures possibles, de structures possibles par contre. Et nous, dans le cas de vin, nous sommes quand même dans une structure liquide. Nous sommes quand même en milieu liquide. Donc les principales sensations trigéminales que nous allons percevoir sont des perceptions thermiques et tactiles. Et dans les composantes tactiles, les principales identifiées sont en fait le caractère effervescent. Donc nous allons percevoir le pétillant, qui est lié à la présence de bulles de CO2. Et nous allons en fait percevoir le gras, qui n'est pas forcément très bien défini d'un point de vue, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond, et l'astringence. Donc en fait, cette perception sensorielle qu'on va avoir est fonction, en fait, si on remonte à la composition en fait du vin en différents éléments, dont notamment du gaz carbonique dans le cas de l'effervescence, mais des macromolécules et la matrice dans le cas du gras et de l'astringence. Et c'est fonction de cette composition, mais également des équilibres et des interactions qui vont y avoir entre ces différentes macromolécules. Donc, je vais plutôt me focaliser ce matin sur la perception de l'astringence et de quels sont les mécanismes en fait physico-chimiques, de qu'est-ce qu'on sait qui va influencer cette astringence dans le cas des vins. D'accord. Donc cette astringence, vous le savez, c'est une sensation tactile, que l'on regroupe sous un ensemble de sensations qui peuvent être du rétrécissement, de l'assèchement, de l'étirement ou de plissement de l'épithélium buccal. Et ces sensations sont attribuées à l'interaction de substances astringentes, ça peut être les tanins dans le cas du vin, mais ça peut être également des sels de cation, d'autres substances, avec les protéines salivaires ou des cellules, directement des cellules de l'épithélium buccal. Donc, dans le cas d'interaction avec des protéines salivaires, ces interactions avec les tanins vont se traduire par deux types de phénomènes, une diminution du pouvoir lubrifiant de la salive ou la formation de précipités qui sont ressentis comme des particules. Donc ce qui est représenté ici, c'est une salive qui est diluée dans de l'eau, dans des conditions de pH et de force ionique similaires à celles qu'on va retrouver lors de la dégustation d'un vin. Et dans cette salive, en fait, on a ajouté soit de l'alun, qui est typiquement une substance marqueur test pour l'astringence, et de l'acide tannique. Et ce qu'on voit en fait, c'est une modification profonde des phénomènes d'agrégation, de formation de structures tridimensionnelles en présence de substances astringentes. Et donc en fait, ces modifications de la structure tridimensionnelle de la salive vont entraîner
des modifications, des forces de frottement qui s'exercent entre les différentes surfaces de l'épithélium buccal, qui vont être ressenties comme une sensation de rétrécissement, d'étirement ou d'assèchement en fonction en fait de la composition du vin et des individus. Donc ça m'amène à parler en fait de la salive, de la structure de la salive et de sa composition. Donc la salive, c'est un fluide qui est originaire, dont l'origine qui est sécrétée par nos glandes, par 3 types de glandes principalement, hein, ce sont celles qui font la plupart du travail, les glandes parotides, les glandes sous-mandibulaires et les glandes sublinguales. Et donc chacune de ces glandes va contribuer à un certain flux salivaire, à une certaine proportion du flux salivaire. Et donc, ce dont je vais parler, je ne vais pas détailler ici, je n'ai pas le temps, l'ensemble des flux, mais donc moi, je vais vous parler plutôt de la salive totale, du résultat de ces 3 sécrétions, sachant qu'il peut y avoir quand même des modifications selon que le flux soit stimulé ou non. Notamment, la stimulation du flux par mastication va entraîner des modifications des proportions, en fait, entre les différentes, l'origine des différents flux et donc des modifications de composition. Donc là, je ne vais pas le détailler parce que ça m'amènerait trop loin aujourd'hui. Ces principales fonctions de la salive, il y en a de nombreuses, et celle qui nous intéresse dans la sensation d'astringence, c'est la lubrification, en fait, et la protection des cellules de l'épithélium buccal vis-à-vis notamment, en fait, donc des forces de frottement. Donc, dans le flux salivaire total, on va retrouver une majorité d'eau, bien évidemment, 99% d'eau, un ensemble d'ions inorganiques qui ne sont pas sans importance parce qu'ils contribuent à la force ionique du milieu qui va jouer sur les interactions des acides aminés, et surtout tout un ensemble très divers de protéines et de glycoprotéines. Et dans ces protéines, on va s'intéresser aujourd'hui plus spécifiquement aux mucines et aux protéines riches en prolines, qui, vous le voyez, constituent à elles deux 96% des protéines salivaires. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont sans importance, mais ce sont celles-là sur lesquelles je vais focaliser mon discours aujourd'hui. Donc, ces mucines, donc si je commence par les mucines, donc ces mucines, on va trouver 2 principales structures, dont la structure appelée mucine 5B, bon ça c'est juste une dénomination, hein, qui représente en fait des structures, ces mucines 5B sont des structures de très haute masse moléculaire, de 2000 à 2500 kilodaltons. Donc ce sont des macromolécules de masse très importante qui ont une structure linéaire et étendue. Donc cette structure, elle est formée de quoi en fait? De 3 à 4 sous-unités. Donc c'est une répétition de 3 à 4 sous-unités liées par des ponts disulfures. Et dans ces sous-unités, en fait, vous avez une chaîne protéique, qui est une protéine linéaire, qui présente en fait des similitudes très claires en fait, de structure avec les PRP dont on va parler après. Mais ces protéines, en fait, présentent les caractéristiques suivantes. Vous avez de faibles zones de jonction. Quand je dis faibles, c'est-à-dire qu'en dimension, ce sont des dimensions relativement réduites, sur lesquelles ces protéines ne sont pas glycosylées, et ensuite des zones beaucoup plus longues, sur lesquelles vous avez en fait greffé sur cette chaîne protéique un ensemble d'oligosaccharides, donc ce qu'on va appeler des zones glycosylées. Vous avez ensuite des mucines de plus faible masse, qui sont également basées sur une structure de chaîne protéique linéaire avec des glycosylations. Donc ces mucines sont en fait de très haute structure, de structures linéaires très étendues qui vont avoir une contribution importante dans la viscosité de la salive. Les protéines riches en prolines, elles, ont des masses beaucoup plus faibles. Vous voyez qu'il y en a plusieurs familles, hein. On en distingue des acides, des basiques, des glycosylés, mais les masses moléculaires n'ont rien à voir avec celles des mucines. Et elles sont caractérisées, en fait, pourquoi on les appelle PRP, protéines riches en prolines, parce qu'elles sont très riches en prolines, bien évidemment, qui est un acide aminé avec avec un cycle à 5 atomes ici. Et la présence de cet acide aminé se traduit en fait par l'absence
de formation de structures secondaires et tertiaires dans cette protéine, et donc une conformation, là encore, ouverte et étendue, de la même chose que ce qu'on vient de dire pour les mucines, sauf que là, il n'y a pas le caractère glycosylé est beaucoup moins marqué. Et les poids moléculaires sont très différents. Donc en fait, ces protéines, mucine et PRP, vont être localisées de façon différente dans la salive et vont avoir un impact différent sur les structures et les propriétés rhéologiques de ce fluide. Donc la salive, c'est un gel viscoélastique très faible. Le caractère gélifié viscoélastique est lié aux mucines de haute masse, en fait, qu'on va retrouver sous forme d'enchevêtrement dans la salive. Donc ce sont des macromolécules de très haute masse, liées par des zones de jonction, sans doute au niveau des zones hydrophobes, mais il y en a d'autres. Ce n'est pas encore très bien connu, ces zones de jonction, leur origine. Donc ces mucines sont responsables, en fait, du caractère viscoélastique de la salive. Si on les supprime, la salive perd son côté viscoélastique, ça devient comme de l'eau, en fait. Par contre, ce ne sont pas les seuls impliqués. Il y a également des micelles salivaires qui contiennent des mucines 7 qu'on a citées précédemment, des PRP glycosylés. Ça, leur rôle dans la viscosité de la salive est moins connu. Et bien évidemment, nous avons des protéines complètement solubles qui sont incluses dans ce gel. Donc ça, c'est la structure de base, et très basique, très simplifiée. Qu'est-ce qui va se passer quand on va mettre en contact, en fait, des tanins et des protéines salivaires? Et quel est l'impact sur l'astringence des vins rouges? Donc, en fait, les tanins, très vite, un rappel, mais je pense que je ne sais même pas si c'est utile. Donc, en fait, les tanins, vous le savez, sont en fait des oligomères et des polymères d'unité flavanol, reliés entre elles par des liaisons C4-C8 principalement. Il peut y avoir certains branchements, mais ils sont quand même plus rares. Et ces tanins sont présents dans la pellicule et dans le pépin et sont formés différents monomères. Donc on va retrouver en fait différentes unités constitutives dans la pellicule, essentiellement de la catéchine, de l'épicatéchine et de l'épigalocatéchine. Et en fait, dans les tanins de pépin, de la catéchine et de l'épicatéchine, et une autre unité qui est l'épicatéchine galate, donc qui se caractérise par la présence ici d'une substitution conduisant à la présence de 3 noyaux aromatiques sur l'unité au lieu de 2. Donc elles vont différer par leur nombre de groupements hydroxyles, ici, ces unités, et les tanins ensuite vont différer entre eux par leur degré de polymérisation, qui peut aller de 2 à 30, voire plus dans la pellicule. Et donc, en fait, ces tanins, dès la base, vont constituer une large gamme de structures très différentes, et la composition d'un vin en tanin va énormément dépendre de la matière première et de sa composition, bien sûr, puisque ces compositions sont aussi dépendantes de la matière première, mais de la façon dont on va extraire ces différentes unités au cours des vinifications. Donc ces interactions entre tanins et protéines salivaires, elles ont été très étudiées dans le cas des protéines riches en proline, et en fait elles sont attribuées à une première attraction hydrophobe ici, entre les noyaux aromatiques des tanins, qui sont peu polaires, ne sont pas des composés hydrophobes quand même les tanins, il ne faut pas exagérer, mais qui sont peu polaires, et des acides aminés hydrophobes des protéines, ou le noyau ici de la proline. Donc les PRP ne sont pas hydrophobes, mais le noyau de la proline est un peu plus apolaire que l'ensemble des autres acides aminés. Donc cette première attraction hydrophobe permet aux macromolécules de s'approcher les unes des autres et ensuite d'établir des liaisons hydrogènes, ici entre des groupements accepteurs d'hydrogène situés sur la protéine et les groupements hydroxyles des tanins qui sont des groupements donneurs d'hydrogène. Donc on va permettre d'établir un grand nombre de liaisons hydrogènes. Alors justement, l'établissement d'un grand nombre de liaisons hydrogènes va être très dépendante et favorisée par la structure des PRP, bien sûr, qui est une structure étendue, et va être très dépendante du degré de polymérisation des tanins. Et donc, ces forces d'interaction et les conséquences de ces interactions vont être très influencées par le degré de polymérisation des tanins. C'est très facile de comprendre. Si vous avez un DP2 ici, vous allez former quelques liaisons. Si vous avez un DP
10 ou 12, vous allez pouvoir former un nombre beaucoup plus important de liaisons. Et ces liaisons ont beau être des liaisons faibles, si vous en formez plusieurs en même temps, il y a très peu de chances pour qu'elles se redissocient toutes en même temps, et vous allez faire des interactions irréversibles, bien que non covalentes, et qui vont se traduire par des précipitations et la formation d'agrégats et de précipités. Alors ça, cette formation d'agrégats et de précipités entre PRP et tannin, elle est bien illustrée ici. Ici, ce que l'on a, c'est l'HPLC. Je l'avais montré au début, puis je n'ai pas insisté. C'est en fait ce qu'on observe, un profil HPLC de l'ensemble des PRP qui est obtenu après précipitation en conditions acides des mucines et d'autres protéines importantes comme les alpha-amylases. On obtient par HPLC un profil sur lequel on retrouve l'ensemble des PRP, basiques, glycosylés ou acides, ainsi que d'autres protéines présentes dans la salive, que sont l'hystatine et la staterine. Donc, partant de cette composition de base, si ici, on fait interagir ici des tannins à différentes concentrations, là ce sont des tannins de relativement faible masse, de pépins, à différentes concentrations avec ces protéines salivaires, on voit les évolutions qui sont représentées ici. Donc il y a beaucoup de concentrations, ce n'est pas forcément très clair, mais on voit que dès des concentrations en tannin de 0,12 g par litre, on commence à précipiter ici les PRP acides ainsi que les histidines et la staterine. Et cette précipitation ici augmente de toutes les autres PRP, augmente en fonction de la concentration en tannin et est pratiquement complète. Vous avez pratiquement ici un spectre plat à partir de concentrations de l'ordre de 1 g par litre. Donc l'interaction tannin-PRP se produit bien et conduit à la formation d'agrégats et de précipités, qu'on vous pouvez voir d'ailleurs tout à l'heure en microscopie, par simple microscopie optique, et que vous pouvez voir d'ailleurs quand vous crachez votre vin dans un crachoir en salle de dégustation. Alors, ce qui est moins connu et ce qui a été moins étudié, alors que les mucines sont connues pour jouer un rôle prédominant dans la viscosité de la salive, et cette viscosité a un gros impact sur la lubrification des muqueuses, c'est l'interaction entre tannin et mucine. Pourquoi? Tout simplement parce que ces mucines sont très difficiles à purifier, donc très difficiles à étudier. Donc là, il y a quand même quelques études. Vous voyez ici, ce qui est représenté ici, ce qui a été étudié ici, c'est l'interaction entre des mucines qui ont été purifiées à partir de porcs, hein, mais bon, ça revient à peu près au même que nos mucines à nous, c'est pas très différent. Simplement plus facile d'en obtenir des plus grandes quantités. Donc c'est des mucines qui ont été purifiées à partir de porcs, qui ont été remises dans une solution mimant ce qui peut se passer dans la bouche quand on ingère un verre de vin. Et les auteurs, en fait, malheureusement, n'ont pas représenté le témoin. Donc je vais vous expliquer comment était le témoin. Quand on met des mucines à cette concentration dans une solution aqueuse, en fait, on a, à une concentration initiale en mucine donnée, qui est celle de l'essai, une turbidité qui est de l'ordre de 80 NTU et qui reste constante dans le temps. Et dès qu'on met, en fait, dès qu'on ajoute, alors là, ils avaient choisi de l'acide tannique ou des tannins de pépins, je vais me concentrer sur les tannins de pépins. Dès qu'on ajoute des tannins, on a, partant de 80-85 NTU, je ne me rappelle plus exactement la valeur, mais c'est cet ordre de grandeur, une augmentation immédiate de la turbidité qui croît en fonction de la concentration en tannin, qui ne se stabilise qu'après un temps très long, qui n'est pas forcément d'intérêt dans le cas de la dégustation d'un vin, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a développement d'une turbidité, donc formation de complexes. Par contre, cette turbidité traduit la formation d'agrégats entre les mucines et les tannins. Par contre, ça ne se traduit pas par une précipitation. Mais il est fort probable que cette modification, cette formation de complexes, qu'on connaît encore très très mal, va se traduire par un impact sur le caractère lubrifiant de la salive. Malheureusement, la viscosité, en fonction de la concentration en tanin, n'a pas été mesurée. Bon. Ça aurait été une information intéressante, mais ce n'est pas du tout trivial de mesurer des viscosités sur ce type de système. Et donc, l'expérience qui a été également poursuivie ensuite, ça a été de regarder, en fait, s'il existait une corrélation par rapport à un jury de 60 dégustateurs entraînés,
sur la perception, s'il y avait une relation, une bonne corrélation entre la perception de l'intensité de l'astringence perçue, qui augmente bien évidemment, hein, qui augmente en fonction de la concentration en tanin, et l'agrégation, telle qu'on la visualise par turbidité, des mucines avec les tanins, et donc ces auteurs ont trouvé une très bonne relation. Troisième possibilité qui a été évoquée, mais une seule très peu étudiée, c'est une interaction directe entre en fait les tanins qui sont présents dans le vin et les cellules de l'épithélium buccal. Pourquoi? Parce que ce qui a provoqué cette étude, c'est le fait qu'on sait très bien qu'il y a des substances qui sont incapables de précipiter les protéines salivaires et qui sont quand même perçues comme astringentes. Donc les gens se sont dit, enfin ces auteurs, Payne, qui est un auteur australien, s'est dit, est-ce que c'est possible qu'il existe en fait directement des interactions entre les tanins et les cellules de l'épithélium buccal? Donc pour ça, ils ont fait des cultures de cellules de l'épithélium buccal et ils ont regardé avec des systèmes dynamiques, hein, donc une très jolie étude, les cinétiques de fixation des tanins sur un temps, vous voyez ici, assez court, hein, qui peut correspondre... Je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, excusez-moi. Donc les cinétiques de fixation de tanins sur des cellules en culture de l'épithélium buccal. Et on voit effectivement que ces cellules de l'épithélium buccal, dont la surface est constituée de membranes, hein, donc vous avez beaucoup de lipides et de protéines, et les tanins interagissent aussi avec les lipides, c'est quelque chose de connu, même si ce n'est pas la même chose qu'avec les protéines, ça interagit, sont capables donc de fixer des quantités non négligeables de tanins. Donc, en conclusion, les mécanismes en fait exacts, physiologiques de l'astringence ne sont pas encore très bien définis ni très bien connus. Certains pensent que c'est plutôt les agrégats qui vont être perçus comme des particules et qui vont augmenter les forces de friction entre les muqueuses qui sont déterminants dans cette perception. D'autres pensent que c'est plutôt un aspect diminution de la viscosité de la salive. Il y a cette hypothèse qui a été faite. Il n'y a pas encore de consensus, et puis peut-être que c'est un ensemble des trois, et ce qui expliquerait pourquoi, en fait, en fonction des compositions des produits, il y a tant de descripteurs différents pour décrire une astringence. Donc c'est peut-être pas un mécanisme, mais un ensemble de mécanismes. Alors qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui dans la composition du vin va influencer l'astringence, toujours un peu sous l'angle physico-chimique? Donc si on regarde ce qui se passe en termes d'interaction tanin-protéine, qui maintenant est très bien connu, et astringence, est-ce qu'il y a des relations? Ben, on sait que l'astringence augmente avec la concentration en tanin, bien sûr, augmente avec le degré de polymérisation des tanins et augmente avec la galoylation. Et il se trouve qu'en parallèle, ces interactions, la formation de précipités, augmentent en même temps. Par contre, toutes ces études qui ont permis de mettre en évidence ces relations entre les caractéristiques structurales des tanins et l'astringence ont été menées avec des tanins natifs du raisin, donc des tanins purifiés à partir de pellicules ou de pépins. Pourquoi? Parce que ce sont les tanins qu'on sait parfaitement, dont on sait déterminer justement le degré de polymérisation moyen, qui sont parfaitement accessibles à l'analyse. Dans le vin, le problème est un peu différent pour essayer de mettre en relation une structure de tanin avec une relation avec des interactions et de l'astringence. Pourquoi? Ben pourquoi? Parce que partant de ces structures natives de tanin, mais également d'anthocyanes, qu'on va retrouver dans le vin, qui vont être extraits au cours de la macération. Donc on a des anthocyanes et des tanins. Déjà, on peut avoir des compositions différentes. Mais en fait, on va avoir des évolutions structurales très importantes, hein, on le sait de façon empirique, au cours de la vinification, qui sont fonction de la composition, du pH de la matière première, de la gestion de l'oxygène par l'œnologue, enfin de la gestion de toutes les pratiques, de tout l'itinéraire technologique de transformation du vin. On va avoir des transformations, des évolutions structurales très importantes. On en connaît certaines, notamment la formation de pigments dérivés, l'association tanin-anthocyane, mais en fait, on est loin de connaître toutes les évolutions structurales qui concernent ces composés phénoliques. Et ces évolutions structurales, elles se traduisent par la formation d'un ensemble qui va devenir assez rapidement majoritaire
de structures polyphénoliques qu'on appelle tannins toujours, hein, mais des tannins dérivés qui sont non accessibles aux analyses classiques, donc qui restent très mal connus. Donc on a du mal à faire la relation entre une structure et une propriété. Et ensuite, des modifications de structures chimiques. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est dépendant du dp. Le dp, il peut évoluer. Ici, je l'ai représenté qui augmente, mais il peut y avoir aussi des clivages. Donc, on peut passer de structures linéaires à des structures branchées. Ça peut influencer les interactions, ça c'est démontré. On va également avoir des modifications qui vont avoir un impact quand on oxyde. On va modifier les groupements hydroxyles des noyaux, des polyphénols qui sont impliqués dans des liaisons hydrogènes. Et donc, on va avoir un impact sur les interactions physico-chimiques. Cet impact, on sait que l'élevage a tendance à diminuer l'astringence. Partant d'un vin jeune, quand on l'élève en fonction des procédés d'élevage, on va diminuer l'astringence. Mais d'un point de vue interaction, on ne comprend pas très bien encore ce qui se passe. Ici, c'est juste une expérience qui montre que ces évolutions structurales ont bien un impact sur les évolutions dans les interactions entre, en fait, les interactions entre tanins et protéines. Donc ici, c'est une polyproline qui est prise en modèle de protéines, parce que c'est une molécule simple, facile à purifier. Sans rentrer dans le détail de la mesure ici de l'intensité des interactions par calorimétrie, ce qu'on voit très bien, c'est qu'entre un vin jeune et un vin qui a été pris un an après, pardon, excusez-moi, je dis une bêtise, entre un vin jeune et un vin qui a été pris un an après, vous avez ici une variation d'enthalpie qui a énormément évolué, donc une importance des interactions, une force d'interaction qui a énormément évolué entre le vin jeune et le même vin un an plus tard, sans qu'on soit capable de mettre des évolutions structurales précises derrière. Donc, dans la matrice vin, ce qui va influencer, bon, c'est bien évidemment la composition en polyphénol. Il y a également d'autres paramètres sur lesquels je ne vais pas trop insister, qui sont des paramètres physico-chimiques, le pH, les conditions, le pH et l'éthanol, qui sont en fait des caractéristiques intrinsèques du vin, vont moduler ces interactions. On va jouer sur la formation de liaison H, on va jouer sur la viscosité avec l'éthanol. Donc ça, c'est des caractéristiques intrinsèques du vin qui vont moduler l'astringence. La température, donc ça, c'est la température à laquelle on va déguster le vin, qui va également beaucoup influencer sur la perception. Et ensuite, des caractères qui, de nouveau, sont intrinsèques au vin, c'est, on s'y attend moins, mais la composition en acide organique a un impact sur la formation de complexes tannin-protéines et sur l'astringence. Et quelque chose qui est bien connu, ce sont les sucres qui vont avoir un impact, évidemment, direct sur cette perception et contribuer à la diminuer, en fait. D'autres composés dans la matrice qui intéressent beaucoup actuellement, parce qu'ils ont une influence déterminante, mais toujours pareil, dont on a encore du mal à évaluer l'impact, ce sont les polysaccharides. Donc en fait, ces macromolécules, effectivement, les tannins ne sont pas les seules macromolécules qui sont présentes dans les vins rouges. Il y a une autre famille de macromolécules qui est très importante dans l'équilibre en bouche de ces vins, ce sont les polysaccharides. Et dans ces polysaccharides, donc, ils peuvent intervenir et moduler l'astringence du fait d'interactions directes entre tannins et polysaccharides dans le vin, ce qui fait qu'en fait les tannins ne sont plus disponibles ou pas de la même manière pour interagir avec les protéines salivaires. Donc ces interactions directes, elles ont été mises en évidence, elles sont prouvées dans le cas de manoprotéines. Alors ici, j'ai mis une photo d'interaction avec une cellule de levure entière parce que ça permet de visualiser. Bien évidemment, dans le vin, les manoprotéines sont relarguées. Donc, étant relarguées, on va avoir la formation de complexes entre manoprotéines et tannins dans le vin. Là, l'avantage de le visualiser directement sur une cellule de levure, c'est que ça permet de le visualiser de façon microscopique, par microscopie. Donc, ce qu'on voit ici, c'est une cellule de levure avec ses manoprotéines, sa paroi ici, ses manoprotéines, qu'on distingue très très mal parce que ce sont, justement, elles ne sont pas du tout agrégées. Et quand on met en fait des tannins en contact de cette cellule de levure, on voit ici la formation de complexes entre les manoprotéines de levure et les tannins qui étaient présents dans un milieu vin, en fait. Ici, c'est une levure qui a été cultivée en modèle, et ici, en milieu modèle, pardon, et ici, dans un vin. Donc, les manoprotéines, il y a des interactions directes entre polysaccharides et tannins dans le vin qui vont moduler, en fait, l'astringence. On sait qu'il y a également un impact des polysaccharides pectiques et de la gomme arabique, c'est très clair, qui est un polysaccharide pectique également.
Donc, peut-être par interaction directe avec les tanins. Pour l'instant, ça n'a pas encore été démontré. Il y a peu de travaux là-dessus, en tout cas aux concentrations des polysaccharides dans le vin, ou avec du fait d'interaction avec les complexes déjà formés. C'est un autre mode de fonctionnement possible des polysaccharides, c'est-à-dire que les polysaccharides n'interagissent pas forcément directement avec les tanins, mais ils peuvent en fait interagir avec des complexes polyphénol-protéines et limiter leur précipitation. Ce qui n'a pas été pris en compte et qui peut se produire aussi, c'est bien connu un peu partout ailleurs, c'est l'interaction directe entre polysaccharides et protéines. Donc le profil consommateur et l'astringence, donc là, si je reste, Barry vous a expliqué à quel point les habitudes alimentaires, l'histoire, l'âge des individus avaient un impact en fait sur la perception de l'astringence. D'un point de vue physico-chimique, nous ne sommes pas égaux non plus. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ces phénomènes physico-chimiques, ces interactions vont être modulées par le consommateur parce que d'un consommateur à un autre, on n'a pas les mêmes, d'un individu à un homme, les flux salivaires sont différents, les viscosités sont un peu différentes et les compositions en protéines de la salive sont un peu différentes. Et en plus, pour un même individu, elles varient en fonction de l'heure dans la journée, de l'âge, etc., etc. Donc en conclusion, l'astringence, donc, qui est une caractéristique importante dans la qualité des vins rouges, est une perception tactile dont les mécanismes restent encore mal compris. On a quelques idées, mais on ne comprend pas tout à fait, on ne peut pas dire qu'on maîtrise ces mécanismes. Et d'un autre côté, on a déjà un mécanisme physiologique complexe, et on se retrouve de l'autre côté, en fait, avec des vins dont la composition est très variable, très complexe et très influencée par tout un ensemble de pratiques œnologiques. Donc en fait, essayer d'expliquer l'impact de la composition du vin sur l'astringence, ce n'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qui commence à être appréhendé de mieux en mieux, mais qui n'est pas encore résolu. Et bon, dans l'origine des différences observées, les principales pistes sont les évolutions en termes de caractéristiques structurales des tanins dans les vins en cours de levage et une meilleure compréhension également des équilibres colloïdaux en fonction de la matrice et de la composition en polysaccharides. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui, en fait, j'avais prévu d'en parler dans la présentation, puis j'ai renoncé parce que ça allait être trop long. En fait, le problème, c'est que si on regarde, si on comprend que l'astringence est liée à des interactions protéines-tanins et qu'on dit à côté que tout ça va être énormément modulé par les polysaccharides et les évolutions des composés phénoliques dans les vins, quand on connaît la complexité et la difficulté qu'on a à analyser les tanins dérivés et l'ensemble des structures polysaccharidiques qui sont dans un vin, on sait le faire en laboratoire de recherche, mais c'est complètement aberrant de penser que ça va se faire comme ça tous les jours dans la pratique œnologique de tous les jours. Donc il est évident que ce qu'il faut, en fait, c'est essayer de trouver des tests qui prennent en compte l'impact de cette matrice sur cette précipitation et qu'on relie après à une sensation d'astringence. Donc ça a été fait, effectivement, il y a eu des travaux récents. Alors en laboratoire de recherche, on peut s'amuser à prendre comme protéine test des protéines salivaires, pareil. Après, dans la vie de tous les jours, il faut une protéine qu'on trouve, qu'on achète facilement. Mais il faut quand même que le résultat soit répétable. Donc que la protéine qu'on choisit comme témoin, quand on achète, quand on passe d'un lot à l'autre quand même, quand un laboratoire d'œnologie qui va vouloir acheter, par exemple, passe d'un lot à l'autre, il faut quand même pas que ça soit... Il faut que ça soit quelque chose de bien maîtrisé. Donc il y a déjà un choix de la protéine. Et ensuite, il y a le problème, c'est que pour arriver à un test, il faut en fait avoir mis en place d'abord tout un ensemble de relations entre ce qu'on observe entre les résultats de test et des résultats d'analyse sensorielle avec un jury entraîné. Donc effectivement, maintenant, il y a des tests qui sont proposés, donc des tests relativement simples. Bon, la protéine, c'est tout bête, c'est la BSA. On regarde l'ensemble des... Ça avait déjà été proposé par l'équipe de Davis de regarder la capacité, quand on introduit une quantité donnée de BSA dans un vin, dans des conditions bien calibrées de teneur en éthanol, de pH, qu'on ajuste en ajoutant
des tampons, bon, ça, c'est pas très compliqué. Là, on peut regarder la quantité de tanin précipité. C'est bien corrélé dans les tests sensoriels à l'astringence. La difficulté, c'était après d'analyser les tanins derrière, parce que donc, dans le test qui était proposé, il fallait ensuite désorber les tanins, bon, ce qui est quand même un peu long. Et donc, bon, il y a eu des publications, mais c'est très récent, ça vient de sortir, hein, à la suite de l'issue d'un projet où il a été proposé des mesures de longueur d'onde, tout simplement, donc des mesures d'absorbance spectrophotométrique. Tout simplement, après précipitation, mais différente de celle qu'on a l'habitude de faire en œnologie à 280, parce que là, on est très impacté par les anthocyanes, et donc on voit moins bien. C'est très difficile de doser des quantités de tanin précipitées par des mesures d'absorbance juste à 280. Donc c'est des résultats très récents, hein. Je ne veux pas donner des résultats qui... Enfin, je les connais parce que ça a été fait dans l'équipe, mais après, bon, voilà, ça vient d'être publié, c'est pas les miens, donc...